On connaissait la patate de forain, bien nourrissante, bien calorique. Désormais, on connaît la claque de vaurien. J'ai une pensée émue pour ce royaliste qui pensait rétablir la monarchie et faire démissionner Emmanuel Macron en lui mettant une claque aussi molle qu'une gaule de vieux. Si vous voulez de la vraie gifle, je vous conseille de regarder dans Daredevil Father par Joe Quesada, cette scène où le père de Matt Murdock lui met une claque qu'on pourrait considérer illégale, peut-être même que c'est ça qui l'a rendu aveugle et qu'on nous a toujours menti. C'est le 300e JT Comics, mais commis, quel est votre métier? Traducteur freelance ayant la chance d'avoir beaucoup de boulot en ce moment, donc j'ai rien pu faire ni de grandiose ni de spécial, je me suis dit que vous méritez mieux qu'un petit hommage au rabais, donc tant qu'à faire, mieux vaut ne rien faire, et on va considérer que le fait qu'il soit sorti 300 JT Comics hebdomadaires, non monétisés, sans jamais louper une seule semaine et sans venir commencer à vous mendier des sous, ce que certains font quasiment sans sourciller, c'est ça l'événement en soi. Du fond du cœur, un immense merci d'avoir fait du JT ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il était déjà la semaine dernière et ce qu'il sera dans la 301e la semaine prochaine. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est donc le 300e JT Comics. Marvel va sortir un jeu de rôle, le Marvel Multiverse, donc ils ont prévu d'avoir un système de dés original spécialement à eux, ça s'appellera le D616 en référence à l'univers principal de la chronologie Marvel Comics. Moi qui travaille avec toute une équipe chez Monolith sur un jeu de rôle officiel Batman, je pense que nous aussi on devrait créer notre propre système de dés, le dé nudé pour le Batman Damned et le fameux Batadong, c'est à réfléchir. En attendant, passons tout de suite aux news de la semaine. Flurp. C'est la news insolite de la semaine. Merci Marvel, merci Donny Cates, merci Tom Hardy d'avoir rendu populaire Venom au point de faire sortir à Disney des jouets dégueulasses qui rappellent la grande époque de ces jouets-là, notamment les cartes dans Picsou Magazine que tu devais gratter et qui sentaient le mort. Disney sort donc une figurine de Venom vendue avec de la slime, cette espèce de matière visqueuse, gluante, toute verte qui est à injecter en picouse dans le dos de Venom à la Richard Virenque et donc qui permet de lui faire couler comme cette bave verte qu'il dégouline aussi pour la première fois sur la couverture de Venom Death Trap, où il dirigeait une mutinerie, je crois que c'était au Raft, c'est une couverture de Ron Lim pour la première fois si je ne me trompe pas, et puis après ça avait été rendu populaire dans le Venom Mortel Protection par Mark Bagley. Il aura fallu attendre il y a quelques années Donny Cates pour apprendre ce qu'était vraiment cette bave verte, mis à part un gimmick assez cool sur les couvertures, de le faire dégouliner sur tout le monde. En fait, ce qu'il dégouline, ce sont ces déchets, c'est d'un acide qui dissout tout ce qui est non assimilé par l'organisme, par le symbiote, et qui lui permet littéralement de chier par la bouche. On en connaît certains dont c'est la spécialité. Bref, ça coûte 15$ et je crois que je vais succomber à cette merde. Pour mon fils. Loki Disco. Pas de spoil, n'ayez pas peur, j'ai toujours pas vu la série Loki qui sort aujourd'hui sur Disney+, il me tarde de la voir, mais j'imagine que la TVA qui s'occupe de sanctionner ceux qui violent la chronologie sacrée a de beaux jours devant elle, si on en croit l'image qu'a posté le réalisateur du futur film Flash, dans lequel on voit le logo du Batman de 1989, un petit peu ensanglanté à la Watchmen, donc il y a une grosse faille spatio-temporelle, mais ils s'en occuperont après. Pour l'instant, ils sont sur Loki, je pense qu'il y a aussi les Vengeurs qui devraient prendre perpète pour Endgame. Et Kevin Feige, le grand architecte, le patron des studios Marvel, a révélé l'existence d'un projet abandonné au sujet de Loki, celui qui a encouragé apparemment les producteurs, les réalisateurs de la série à s'enfoncer dans l'étrangeté, dans la bizarrerie, à dévoiler l'existence il y a 10 ans à peu près d'un projet qui aurait fait de Loki un patron de boîte de nuit assez huppé dans les années 70, une boîte de nuit à la Studio 54 qui était sur Broadway, un lieu de tous les excès, forcément bondé, très très dur d'y rentrer au point que 2 membres du groupe Chic se sont vus refuser l'entrée, sont rentrés et ont composé une mélodie de rageux en disant fuck off, fuck Studio 54, et ensuite ils ont remanié ça en faisant freak out, le fric, c'est Chic, ils sont devenus millionnaires, c'était le meilleur recalage de boîte de leur vie. Bref, là c'est plus Loki, c'est Disco, et ça aurait été intéressant de voir le dieu nordique osciller entre l'étage où tout le monde baise, l'étage où tout le monde se drogue à coups de LSD, à coups de cocaïne, et l'étage où quand même certains dansent un peu, parce que c'est un petit peu ça le but du jeu. Ça lui aurait peut-être même rappelé Asgard, qui sait, dommage que ça ne se soit pas fait. En attendant, je vous conseille de regarder tous les courts-métrages, les one-shots cinématographiques de chez
Marvel Studios, c'est intéressant, et le concept d'un Loki qui voyage dans le temps a perduré, puisque la série va nous montrer comment il se déplace entre les événements historiques de l'histoire humaine en tant qu'influenceur de ceux-ci. C'est plus Loki, c'est TikTok. Les premiers retours sont ultra positifs, et en même temps avec un acteur de la comédie anglaise tel que Tom Hiddleston, ça m'étonne pas qu'il crève l'écran, donc les journalistes essayent de savoir un petit peu des trucs superficiels, en mode est-ce qu'il y aura des liens avec d'autres séries Disney+, comme Secret Invasion par exemple, est-ce qu'il y aura des caméos, on nous demande de nous attendre qu'à des caméos inattendus, mais je crois que ce que WandaVision nous a appris, c'est de nous attendre absolument à rien, au moins on ne sera pas déçus, et donc eux ils essayent de mettre l'accent sur le fait qu'ils ont utilisé la série pour aborder des thématiques en profondeur, c'est plus Loki, c'est Frotty, et notamment les thématiques de l'identité, l'acceptation de soi. Et d'ailleurs, on voit dans une promo officielle sur Twitter, la fiche de Loki avait marqué sexe fluide. Ça ne veut pas dire qu'il est en permanence en demi-molle, mais tout simplement qu'il a une fluidité du genre, donc son genre varie selon le temps en gros, et donc c'est pas étonnant de la part d'un dieu nordique métamorphe. Je vous laisse me dire si le projet Disco vous aurait plu, auquel cas on fait hashtag release de Loki Disco Cut. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé du premier épisode de Loki, faites attention au spoil dans les commentaires. Super jeu. Un des pouvoirs de Superman, c'est la super vitesse, c'est Loïs qui le dit tout le temps, il a beau avoir les yeux qui brûlent, moi au bout de 10 secondes je retourne à ma forteresse de solitude, ça c'est leurs embrouilles, mais un autre qui a une forme de super vitesse, c'est un développeur qui s'appelle Chatomika, qui à peine 2 semaines, même pas après la sortie de l'Early Access du moteur de développement l'Unreal Engine 5, le 5, donc c'est un moteur qui permet de créer des jeux tout simplement, il est en accès libre et vous devez payer un petit revenu, 5% de droits, si jamais vous monétisez le contenu que vous créez avec. Lui il a taquiné ça, il a sorti un court extrait d'un jeu éventuel sur Superman où on voit un envol, il prend son envol, c'est très fluide, on voit des beaux bâtiments derrière et c'est une très belle promotion pour le moteur graphique. Il y avait des rumeurs de jeux sur Superman, au moins 2 qui auraient été annulés à la faveur de jeux comme les Gotham Knights ou la Suicide Squad, dans laquelle on verra un Superman un petit peu devenu fou. Moi je serais très chaud pour un jeu sur Superman, même si je pense qu'il ne faut pas le cantonner à Metropolis, puisque les échelles de pouvoir, c'est pour faire un Man of Steel tout cassé dans la ville, c'est amusant peut-être 5 secondes, mais après il faut quand même qu'il y ait quelque chose, donc je serais plus pour aller dans l'espace, faire vraiment une carte open world géante avec du Grant Morrison là-dedans, du All-Star Superman, et là je pense que je pourrais passer des heures dans cette cour de récré. Oh la boulette! 2 boulettes cette semaine, et c'est peut-être ce qui arrive quand on essaye de surfer sur des thématiques que l'on croit être tendance, comme les droits des communautés LGBTQ+, ou la diversité en général, sans y apporter le soin et l'attention qu'on devrait, et probablement sans associer les personnes concernées aux décisions prises. La première, c'est chez Marvel, donc qui ont encore dévoilé dans leur effort de rallier toutes les communautés états-uniennes sous la bannière du Captain America, et donc dans la série qui va fêter les 80 ans de Captain America, ils ont créé une Captain America philippino-américaine qui s'appelle Harry Agbayani. Le problème, c'est qu'en philippin, en filipino, en tagalog, la langue d'origine, Harry, ça voudrait dire partie génitale. C'est un petit peu comme si on avait un capitaine français, un garde républicain qui s'appelle Jean Cul. Le personnage est créé par Jody Nishijima et Alyssa Wong, qui s'est empressée de tweeter parce que, en vérité, c'est un semi-drama. Elle a dit, en fait, c'est le diminutif d'Ariel, et comme celle qui s'amuse à flotter sur l'océan, peu importe la taille de la queue, elle n'a pas d'organes génitaux. Elle dit que c'est le prénom d'une amie philippino-américaine à elle, donc elle a ce joker-là, et puis, alors certains Philippins disent que ça a été fait en dépit du bon sens, et d'autres disent que c'est n'importe quoi, que tous ceux qui parlent ne sont pas vraiment concernés, et que là-bas, aux Philippines, quand on entend Harry, on pense pas forcément aux parties génitales, et qu'on ferait mieux de se pencher chez DC sur Dick Grayson, où c'est beaucoup plus flagrant. La deuxième boulette est beaucoup plus claire, puisque vous le savez, Poison Ivy est très apprécié des communautés LGBTQ+. Alors, je crois que sa sexualité n'a jamais vraiment été dite dans les comics, mais il y a clairement des sous-entendus qui laissent penser bien qu'elle est bi, notamment avec Harley Quinn, et on l'a vu flirter avec Harvey Dent, même si peut-être que c'était pour arriver à ses fins. Enfin bref, quoi qu'il en soit, elle est très appréciée dans ces communautés-là, et donc, pour fêter le mois des fiertés qui commence en juin, l'éditeur du jeu mobile Injustice 2 s'est dit on va faire un petit truc, on va demander aux gens d'aller tabasser, d'aller vaincre Poison Ivy plus de 175 000 fois. C'est le défi pour fêter le mois des fiertés. Puis ils ont réfléchi un petit peu en moonwalk, ils se sont dit qu'aller encourager à frapper un personnage associé à la communauté homosexuelle pour lui faire sa fête,
c'était peut-être pas la plus brillante des idées, hein, c'est tendancieux, un petit peu comme quand tu reçois un petit message « Coucou, t'as besoin d'une faveur de Gérald Darmanin ». On sait que l'homophobie tue, c'était une idée foireuse, l'éditeur l'a reconnu, ils se sont excusés, ils auraient mieux fait à la limite de faire un skin couleur arc-en-ciel, au moins ils auraient eu moins d'emmerdes. Ménagerie. Vous le savez, il y a un projet de film d'animation en développement sur les super pets, les super animaux de l'univers de DC Comics. C'est Dwayne Johnson qui sera le comédien de doublage, la voix de Crypto, donc le chien de Superman. C'est Kevin Hart, son pote, hein, qui sera le comédien de doublage de Ace, hein, donc le Bat-Hound, le chien de Batman. Il y a aussi John Krasinski, plein d'autres acteurs, et notamment aussi Keanu Reeves, hein, donc après avoir joué dans Toy Story. J'espère qu'ils vont pas lui faire la vache, hein, la Bat-Cow de Damian Wayne. Je vous laisse spéculer dans les commentaires. Marvelade. Et beaucoup d'actu chez Marvel Comics. Et d'abord, on sait enfin que Donny Cates et Al Ewing pratiquent l'échangisme, puisque l'un quitte Venom pour aller sur la série Hulk, et l'autre quitte sa série Hulk pour aller sur Venom. Il est courageux. Al Ewing emporte avec lui Ram-V, ce qui est pour moi la meilleure nouvelle. Ram-V qui est pour moi le nouveau Alan Moore qui vient, qui débarque, qui va amener sa touche sur le personnage de Venom. Je dis oui. Et Donny Cates sera associé à l'excellent Ryan Ottley pour dessiner Hulk. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Sinon, Marvel va encore tuer son toubib magicien. Hein, les plus superstitieux diront que quelqu'un lui a jeté le mauvais œil. Hein, mais vous le savez, chez Marvel, mourir, c'est aussi facile que de rencontrer DSK quand tu es une travailleuse du sexe. Hein, donc ça sera Jed MacKay qui a bien révolutionné, bien repris en main le personnage de Chat Noir, et Lee Garbett à qui on doit le dernier run sur Captain Marvel et aussi le run sur Skyward, hein, là, en série indépendante, qui vont se charger de faire mourir le sorcier suprême, laissant soi-disant la Terre sans aucune protection contre les forces occultes, les forces du mal. Hein, c'est oublier un petit peu le Brother Voodoo, Illyana Rasputin ou encore Kushala, mais on verra ce qui va se passer. En attendant, on rappelle que le Docteur Strange est déjà mort pas mal de fois, hein. Peut-être que la mort, moi, qui m'a le plus marqué, c'est celle pendant les guerres secrètes, celle de Jonathan Hickman, mort de la main de Fatalis. Hein. C'était assez badass, et ça j'espère peut-être qu'un jour on le verra à l'écran. En parlant d'Hickman, sans vous spoiler, hein, sachez qu'il prépare avec le dessinateur Valerio Schiti une suite à Oxbox, hein, donc malgré tout ce qui s'est passé entre temps. Ça s'appellerait Inferno, hein, et donc ce que j'adore, moi, c'est la cohésion de Jonathan Hickman, qu'il avait dit, hein, je suis pas là pour rien, moi c'est soit on fait un truc qui est sur le long terme, soit on fait rien, et donc il a même pris le spécialiste du dessin de promo, Mark Brooks, pour faire le teasing. Lisez, cette semaine, moi je me suis fait plaisir justement, j'ai avancé, j'étais un petit peu en retard sur les X-Men, je suis en plein dans Sword of X, donc le crossover qui implique quelques épées, hein, un petit tournoi d'épéistes, hein, c'est vraiment bien amené, c'est fun, c'est à la fois pittoresque et à la fois épique, hein, donc vraiment pour l'instant je me régale, mais j'en ai lu que 4 sur 22. Et puis sinon mon petit plaisir coupable de la semaine, c'est que j'ai regardé le dernier Saw, un Spiral, donc qui est un spin-off de Saw avec Samuel L. Jackson, avec Chris Rock. Il y a une petite rupture, hein, j'aime bien les petits changements que ça a amené, on ajoute forcément une touche d'humour, parce que vous ne pouvez pas inviter Chris Rock sans ajouter un petit peu d'humour, même malgré lui, hein, et c'est très intéressant. On ajoute une nouvelle photographie aussi, de l'extérieur, un petit peu un truc à la Fincher, et en même temps, hein, ça rappelle Seven, hein, c'est logique, et donc vous avez aussi quelque chose de beaucoup moins gore qui sert l'intrigue, hein, et je vous avoue que l'intrigue, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure des intrigues de Saw, mais comparé à la décadence qu'on avait vécue dans Saw 6, 7 et 8, c'est déjà pas mal. Et puis je ne sais pas si on a la communauté qu'on mérite, hein, mais si c'est le cas, je suis vachement chanceux parce qu'entre tous vos commentaires bienveillants que je lis évidemment et auxquels je m'efforcerai de répondre une fois que la masse de travail sera un petit peu diminuée, eh bien vous m'envoyez même des cadeaux puisque j'ai reçu ça de la part de Jérémy que j'embrasse, que je remercie, un petit colis de comics avec du bon vieux Kiss par Todd McFarlane, hein, et puis un Legs, donc un one-shot de Sam Keith, hein, que j'aime beaucoup, je l'avais pas lu ça, le Arkham Asylum, qui est le classique de Dave McKean et de Grant Morrison, et même un truc qui m'a bien fait rire, c'est un petit one-shot pour accompagner la sortie de Duke Nukem Forever, hein, le Duke. Donc un grand merci à lui, et un immense merci aussi à mon gars sûr, à Maxence, que je tiens à embrasser, puisqu'il m'a envoyé pour fêter le JT Comics 300, la pop des 80 ans de Marvel du Vautour, donc qui est exactement à l'effigie
du vautour tel qu'il apparaît dans le Amazing Spider-Man numéro 2, hein, donc les troisièmes aventures de Spider-Man. Moi j'aime beaucoup ce genre de pop, hein, ils en font des plus jolis que d'autres et celle-là elle en fait vraiment partie, donc un grand merci Maxence. Merci à tous, vous êtes des amours, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à venir regarder mon travail sur la chaîne, à mettre des pouces bleus, à le partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Merci à mes fous furieux du Discord. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je finirai par répondre à chacun d'entre vous. Ces dernières semaines j'ai été un petit peu absent, j'ai lu mais j'ai pas répondu, mais je reviendrai, hein, donc n'hésitez pas aussi à me laisser vos messages sur les réseaux sociaux, hein, c'est là que vous me laissez les messages d'El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis littéralement 300 JT, hein, 299 puisqu'au début c'est moi qui les ai fait dans le premier, hein, forcément. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et en même temps ça devrait pas nous étonner que Super Mario ait toujours quelque chose dans les tuyaux. Là c'est une remasterisation de la version VHS de la Director's Cut qui est mise sur l'Internet Archive gratuitement apparemment. On va rien comprendre quand c'est Axel Braun qui va faire un spin-off sur Peach en mode sacré d'elle.